Bon, les faits sont là. Une énergie faible en émission de CO2, forte en avenir. La moins carbonée de toutes les énergies fossiles. Une des stars de la transition énergétique. Son nom, le gaz. Ses qualités, propres, sûres, fiables. Quoi? Des zones d'ombre? Ah, vous parlez de ses ennemis. Libéralisation, déréglementation, ouverture à la concurrence. Oui, ils ont tiré les premiers. Et il est gravement blessé. Premier coupable, le prix. Le gaz coûte de moins en moins cher. Par contre, votre facture continue de flamber. Deuxième problème, la qualité du service. La quête du profit attaque sévèrement la mission de service public. Troisième coup dur, la sécurité. Prenez la vétusté d'un réseau dégradé, ajoutez-y des fuites de gaz réparées avec du provisoire qui dure, mélangez avec des effectifs sous pression et vous obtiendrez votre mise en danger. Pourtant, vous payez pour la bonne santé du gaz et de son réseau. Aujourd'hui, l'alerte est lancée, le problème cerné, les gaziers mobilisés. Leur devoir, vous avertir que si rien n'est fait, il y aura plus que des blessés. Vous voulez en savoir plus sur l'insécurité gazière? Rien ne vaut les témoignages de ceux qui la vivent au quotidien. L'état du réseau, aujourd'hui, je le constate en dégradation, tout simplement parce que depuis un moment que je travaille dans cette entreprise, je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup d'interventions, et du coup, il y a quand même pas mal de choses qui restent de côté. Il m'est arrivé de signaler justement des problèmes, et 3 ans après, tu interviens et le problème est toujours présent. Depuis des années, on alerte les directions, via les CHSCT, les comités d'établissement, les réunions d'épée, même on rencontre même des élus locaux et nationaux, pour alerter aussi sur ce réseau qui est vieillissant et qui se corrode. Vous voyez, ça fait des gros cratères comme ça, d'où des fuites de gaz répétées. Ces fuites peuvent rester des années. J'ai une anecdote à vous raconter. Une fuite sur une vanne réseau en dessous d'un arrêt de bus où ils ont mis un pont lourd dessus. J'y suis passé au moins 15 fois. Ça a duré au moins 3 ans. 3 ans qu'ils n'ont pas réparé la fuite. Il y avait beaucoup de passages. C'était une grande avenue. Il y avait un arrêt de bus juste au-dessus. Les gens fumaient et on ne faisait toujours rien. Le temps d'intervention, lui, varie selon le degré de danger qu'il a par rapport à cette dite fuite. C'est-à-dire que ça peut aller aussi bien dans les 6 mois que dans les 3 ans, voire plus. Tout dépend des décisions. Les réparations provisoires, on en a beaucoup. Maintenant, on ne répare plus directement les fuites. On fait, comme on dit chez nous, dans l'argot gazier, des ligatures renforcées. Donc ce sont des ligatures, du scotch gras qu'on met pour atténuer la fuite et pour plus tard réparer toutes ces fuites-là. Les pansements qui sont faits sont là juste en attente provisoire, mais c'est une attente qui dure, quoi. En fait, les financements ne sont pas débloqués pour le changement, le renouvellement des tuyaux. On a beaucoup de fuites de gaz, et JRDF s'est donné un prescrit, avec une note, qui dit que toutes les fuites de gaz qui sont détectées par un véhicule spécial qui dégrossit un peu la surface, là, on va dire, où il y a la fuite, on doit envoyer une équipe sur le terrain pour localiser précisément et la classer en 3 types de fuites, type 1, type 2, type 3. Dans un délai de 7 jours glissants. Ça, c'est la note interne qui le dit. Déjà, on n'est pas d'accord, nous, sur cette note-là, mais bon. Donc cette note-là dit 7 jours. Là, sur mon territoire, par exemple, j'ai plus de 350 adresses qui ont dépassé ce délai de 7 jours. Il y a 3 types de fuites répertoriées par nos directions. La type 1, c'est dans les plus brefs délais qu'il faut intervenir. La type 2, on se laisse 1 an en surveillance, soit on répare provisoirement, ou soit on y va régulièrement. Et la type 3, on y va à minima 1 fois par an. Donc là, j'ai récupéré un fichier où on peut constater qu'il y a 2 fuites qui datent de 2014, donc ils sont toujours pas réglés. Je vous propose de se rendre sur place, voir ce qui se passe là-bas. Donc on arrive rue de Gornouf.
Donc une fuite qui date, qui a été découverte depuis octobre 2014. Donc je vais prendre des pourcentages pour voir si la fuite perdure ou pas. En général, une fuite ne se répare pas tout seul, hein, ça peut que s'empirer. 26, 28, 29, 30% gaz là. Donc 30% de gaz pur. On va faire le robinet, donc ça c'est un robinet sous carter qui permet de couper en cas de problème à l'intérieur de l'immeuble, donc c'est le robinet de l'immeuble. Et lui aussi, il est contaminé. Voilà, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il n'y ait pas de chantier à l'horizon qui soit prévu. Malheureusement, on n'est pas à l'abri un jour d'un incident grave dû au manque d'entretien. Ça, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des crèches à côté, il y a des bâtiments. Vraiment, là, c'est le service public dégradé qu'on peut voir. Sur l'ensemble des interventions que j'ai pu faire jusqu'à présent, j'ai constaté que oui, il y avait des différences. Quand les quartiers sont populaires, on laisse traîner les choses, et quand c'est un peu plus sensible, qu'il y a un peu plus de personnalité dans le quartier, ben là, du coup, les choses changent assez rapidement. Pour moi, oui, ça représente un danger pour le public, parce que assez souvent, on va se retrouver à côté d'écoles ou de mairies, ou bien d'autres établissements recevant du public, et on passe à deux doigts de l'explosion ou du danger, quoi. Édifiant, n'est-ce pas? Vous vous demandez comment nous avons pu en arriver là. Rien de plus simple, nous allons vous l'expliquer. Bien sûr, vous connaissez le duo gaz et électricité unis pour le meilleur et pour l'avenir en 1946. Une sacrée histoire qui roule. Oui, enfin, jusqu'à ce que la fièvre du libéralisme s'enflamme. Dans les années 80, le fric devient chic. Le monde, un marché, l'énergie, un produit à vendre. Fin 90, notre énergique duo commence vraiment à perdre du terrain avec le début de l'ouverture à la concurrence. Année 2000, la libéralisation du secteur est consommée et la séparation inévitable. Gaz et électricité iront désormais chacun de leur côté. Vous êtes curieux de connaître les conséquences de la privatisation de l'énergie? Accrochez-vous. Vous n'allez pas être déçus des témoignages. Depuis la privatisation et l'ouverture du capital des entreprises, les deux maisons mères, EDF et Engie aujourd'hui, GRDF est une filiale d'Engie. Et donc aujourd'hui, par titre d'exemple, en 2015, GRDF a fait 576 millions de bénéfices nets. Les 576 millions sont remontés à 100% à Engie pour rincer l'actionnariat et alimenter les dividendes, ce qui fait que toute cette remontée d'argent, c'est forcément un déficit après sur les embauches, l'entretien du réseau, les investissements, les renouvellements des conduites, et qui se traduisent effectivement par une dégradation et de la qualité de service public et de la sécurité des Parisiens, notamment au niveau du gaz. Pour privatiser, il fallait démontrer qu'il y avait l'utilité de le faire. Le problème, c'est que nous avions un réseau en bon état et un gaz qui n'était pas cher. Donc il fallait rentrer dans une espèce de surenchère en disant qu'il y aura encore plus de gaz et de meilleure qualité. Et une autre promesse, celle d'avoir par la concurrence, la sacro-sainte concurrence, une baisse des tarifs. À l'arrivée, nous apercevons que le prix du gaz a été non pas augmenté mais multiplié, et une baisse drastique des investissements, ce qui fait que nous sommes obligés d'alerter en disant qu'une baisse des investissements, une augmentation des tarifs fait à l'arrivée une faillite financière et des problèmes de sécurité pour les usagers et les personnels qui interviennent. Ça devient une affaire dangereuse. Moi, quand je suis rentré dans cette entreprise, c'était du service public, donc on prenait au moins le temps de faire des choses correctement, d'apprendre son métier aux personnes. Moi, il m'a fallu personnellement, par exemple, 4-5 ans avant de vraiment bien connaître mon cœur de métier. Et la comparaison, c'est qu'aujourd'hui, on va plus vite, tout est plus rapide, on lance les gens beaucoup plus rapidement sur le terrain. Ils ont à peine un an d'expérience où ils ont survolé un métier et on les envoie directement traiter des situations d'urgence gravissimes ou pas, mais on les envoie quand même. Parce qu'à mon époque, quand tu avais un certain vécu, tu atteignais un sang-froid pour gérer certaines situations. Aujourd'hui, ce sang-froid, faut l'acquérir vite fait parce que sinon t'es dans la merde.
Aujourd'hui, avec la loi du travail, tu fais un maximum de 44 heures par semaine d'astreinte. Donc si tu en fais 2 par mois, ça te fait 88 heures de travail en plus de tes heures normales. Donc forcément, si tu fais ça 12 mois par an, au bout d'un moment, ça joue sur ta santé, surtout. Tu vis un peu comme un zombie. Tout ça pourquoi? Parce qu'en voulant réduire l'effectif, et comme le travail, il fallait quand même le faire, eh ben on a reporté ce travail-là sur un tout petit nombre de personnes. Et ça, quand on dit ça, à notre direction, je vous dis, hein, en CE, CHSCT, DP, c'est pas faute d'alerter. Et qu'on ne répond pas. Ou qu'on nous dit, mais non, ils se reposent. Ces agents-là, c'est eux qui font plus d'heures de travail, et c'est eux qui sont dans les plus mauvaises conditions. Alors que c'est eux qu'on devrait justement mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir intervenir sereinement et posément face à une situation d'urgence. Est-ce que vous partirez avec un pilote d'avion qui s'est reposé comme ça, en fractionné? Quand on intervient sur les interventions d'urgence, il nous manque toujours du matériel parce que les véhicules ne sont pas vérifiés. Nous avons toujours de l'outillage électronique en panne. Très très compliqué de faire les interventions. On a des partenaires privilégiés qui sont les services de secours, c'est-à-dire les pompiers, qui eux ont toujours cette exigence d'arriver rapidement. C'est-à-dire qu'eux sont là et nous, on tarde. Cette exigence de demi-heure, elle n'existe plus aujourd'hui en Ile-de-France, elle est plus garantie, quoi. Il y a un vrai problème au niveau des investissements, j'insiste là-dessus, hein, c'est pas un problème de rentabilité de l'entreprise. Je le répète, GRDF est l'entreprise qui rapporte le plus aujourd'hui au groupe Engie, qui est la maison mère. Donc l'argent, il y en a, c'est simplement la façon dont on l'utilise et où va cet argent qui pose problème aujourd'hui et qui crée effectivement un déficit d'entretien, de sécurité et de services publics dans la capitale, mais aussi sur l'intégralité du territoire au niveau du gaz. On a souhaité faire ce film parce que, en quelque sorte, pour lancer une alerte pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, à savoir qu'il y a une dégradation. Il y a une dégradation du service public avec des interventions, notamment pour remise en gaz, pour l'usager de plus en plus tardive. Il y a une dégradation des conditions de travail des agents, parce que ça nous concerne, on est tout de même des comités d'établissement. Il y a une dégradation également de la sécurité, pour les raisons notamment que j'ai évoquées sur les interventions, et même les interventions d'urgence qui vont se faire de plus en plus tardivement, avec des zones d'intervention de plus en plus larges, donc de plus en plus de difficultés pour les salariés qui doivent intervenir, de le faire rapidement. Donc c'est effectivement une forme de risque calculé. Bon, on souhaite tous, bien entendu, que tout se passe bien et qu'il n'y ait jamais d'accident. Mais à force de jouer avec le feu, le risque est là. Et nous, très clairement, notre rôle aussi en tant qu'élus du personnel, c'est d'alerter à ce sujet-là. Voilà pourquoi on a souhaité faire ce film. On résume souvent ça. Nous, avec Gilles et les copains, on est représentants du personnel. La différence qu'il y avait entre le service public nationalisé et la privatisation, c'est toute la différence qu'il y a entre servir et se servir. Pourquoi nous vous racontons tout cela? Parce qu'il est essentiel d'agir dès maintenant. Le gaz n'est pas une vulgaire marchandise que l'on peut laisser entre des mains cupides. Aujourd'hui, nous voulons mettre fin à un gaz sous l'influence d'entreprises irresponsables qui font le choix du profit et du risque plutôt que celui de la vie des salariés et des usagers. Le droit à l'énergie au meilleur prix, dans des conditions garantissant la sécurité de tous, est fondamental. Mobilisons-nous pour qu'une maîtrise publique et citoyenne de l'énergie soit mise en place avant qu'il ne soit trop tard.